suis dans les escaliers et je pense pas encore à douleur à ce moment-là, non. En fait, parce que à peine je suis dans les escaliers, que ça continue à tirer. Lui, il vide son chargeur. Il y a 5 autres balles qui tapent dans le... Il me voit plus, mais il tape dans le demi-palier, là, dans le mur. Les balles ricochent. Moi, je suis pas touché par les balles. Après, j'ai vu que j'avais du sang sur les tibias. C'est des petits morceaux de béton qui m'ont un peu coupé. Mais là où je réalise que je suis blessé, c'est les 8 marches, là. Je les descends, je sais pas comment. Et je me retrouve, là, je reprends connaissance, en fait, vraiment sous l'escalier. Salut Marc. Bonjour Rika. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Bienvenue dans les Rétex d'ICA. Merci. Et donc sans plus attendre, je vais te demander peut-être de te présenter à nos abonnés si tu veux bien. Alors je m'appelle Marc Verriotte. J'ai été pendant 5 ans en équipe de France de judo, de 1990 à 1995. S'il y a des connaisseurs, j'ai gagné le tournoi de Paris, le tournoi international de la ville de Paris en 1990. Je suis aujourd'hui 6e dan. Et ensuite, j'ai fait 30 ans dans la police nationale, dont 20 ans dans la colonne d'assaut du RAID. Alors, ces 30 ans, de 98 à 2018, j'ai participé à plusieurs centaines d'arrestations et d'interventions, évidemment. Un opérateur d'assaut fait environ 50 opérations par an. Mais j'ai participé aux dernières interventions antiterroristes emblématiques de l'unité. Colonna, Mera, l'Hypercacher, Charlie Hebdo, les terrasses parisiennes, le Bataclan, Saint-Denis. Et voilà mon parcours. Merci beaucoup Marc. Alors, en effet, c'est un parcours quand même très fourni, très riche d'expérience, j'imagine, que ce soit sur l'aspect sportif ou l'aspect professionnel. Et tu as recueilli tout ça dans un livre que tu as sorti donc l'année dernière, en 2022, en septembre 2022, qui s'appelle Au cœur du raid. Alors, la première question que je vais te poser, et pour que tout le monde comprenne bien, c'est comment ça t'est venu l'idée de raconter tout ce parcours dans un recueil de 300 pages, plus de 300 pages quand même? Alors, ce livre, j'ai dû l'écrire en 40 ans, quoi, en fait, parce que dans la culture judo, dans la culture athlète de haut niveau, on fait des cahiers d'entraînement pour que quand on gagne une compétition, on puisse se référer à un programme qui a fonctionné et vice-versa si ça a échoué. Et cette technique d'apprentissage, pour progresser, eh bien, je l'ai suivi au RAID. Donc en fait, moi, j'ai toujours suivi mes schémas tactiques. Je les écrivais non seulement en linéaire, mais aussi en schéma tactique très simplifié pour pouvoir amener ça dans la tête. Enfin, les points clés, les points balises, les points de concentration, tout ça. J'avais l'habitude d'écrire pour progresser, parce qu'un homme d'expérience, c'est quelqu'un qui se souvient de ses expériences. Si on note pas, on oublie, et puis on refait à chaque fois les mêmes erreurs, etc. Et donc on n'avance pas. Et donc j'ai écrit, et quand j'ai voulu faire le livre, pour différentes raisons, eh bien j'avais qu'à me référer à mes 7000 pages de notes, et c'est comme ça que je l'ai fait. Je l'ai écrit, alors après, une fois que j'ai décidé de le faire, j'ai affiné, j'ai centré, et puis sur la fin, j'arrivais pas à synthétiser, il y avait encore 700 pages, c'était encore, je me suis fait aider par un ami journaliste qui lui, un spécialiste sur la fin, il m'a aidé à faire de plus belles phrases et à synthétiser les propos et à les restructurer comme il faut. Et avec lui, on a fait ce beau livre qui a bien marché pour l'instant. Il s'est vendu à 20 000 exemplaires. Très bien, je vais mettre toutes les informations de toute façon dans la description, donc n'hésitez pas à l'acheter, c'est un livre vraiment passionnant, j'ai lu en une semaine top chrono, et c'est extrêmement enrichissant, on découvre énormément de choses, on découvre aussi l'envers du décor du métier, donc on va en parler évidemment, mais j'aimerais, si tu le veux bien, qu'on revienne sur un épisode assez marquant. Tu commences ton livre par cet épisode-là, de toute façon. C'est toute l'intervention pour aller chercher Mohamed Merah, qui t'a valu quand même donc une blessure assez importante. Je vais mettre en photo là, le casque en Kevlar avec l'impact de balle. Et alors, juste pour remettre dans le contexte pour tout le monde, je vais vous lire un passage du livre qui m'a profondément marqué pour remettre vraiment dans le contexte. C'est assez important. Ce père de famille qui tenait son petit garçon de la main gauche s'est tourné pour protéger son enfant et a levé le bras droit de manière dérisoire, comme pour se protéger. Il s'écroule aussitôt après les 2 coups de feu. Merah va ensuite viser à 2 reprises Myriam Monsonego, 7 ans, qui tente de se réfugier dans l'école. Puis il se lance à la poursuite d'Arié Sandler, 5 ans, qui fuit dans la cour après avoir vu son père s'effondrer. Merah l'ajuste dans le dos une première fois, puis le rattrape et lui loge une seconde balle dans la tête. L'assassin va alors revenir sur ses pas pour achever la petite fille avec 2 couettes blondes d'1 balle dans la tête. Toujours pas rassasié, il revient vers le père de famille pour l'achever.
Aux côtés de ce papa, il trouve Gabriel, 3 ans, recroquevillé et pétrifié de terreur. À bout portant, il exécutera l'enfant de 3 balles, la barbarie à l'état ultime. Voilà, donc ça c'est pour mettre un petit peu dans le jus, pour comprendre qu'on a affaire à quelqu'un d'assez barbare, assez sauvage. Là, moi je fais pas partie de l'investigation, tu vois. Donc nous on a fait qu'intervention. Donc ce passage-là, j'explique pour cadrer, pour que les gens comprennent ce que c'était que l'affaire Mera. Et si je suis aussi précis, c'est parce que j'ai fait partie de ceux qui ont vu les images, tous ces assassinats, il les a filmés avec une GoPro, et j'ai vu ces images-là. C'est pour ça que j'arrive à être précis dans la description de ce qu'il a fait. Et en tant qu'opérateur du RAID, quand on t'appelle et qu'on te dit que tu vas devoir aller interpeller un individu de ce type-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête déjà quand tu prends connaissance de toutes ces informations et de cette sauvagerie? Comment dans ton esprit tu arrives à te préparer à ce genre d'interpellation? Alors ça s'est pas fait directement. Nous, quand on était en région parisienne, voilà, quand on nous appelle sur Toulouse, Mohamed Merah n'est pas encore visé. Voilà. On nous fait descendre, parce que tous les services de police sont en bas. On nous fait descendre parce qu'il y a eu 4 assassinats, le militaire qui vendait sa moto, 4 jours après, les 3 militaires qui retiraient de l'argent, 4 jours après, cette fameuse école. Et on nous fait descendre en nous disant, voilà, nous on avait plein de sacs, en fait. On avait un sac, notre sac d'intervention pour descendre à Toulouse, et on avait un sac pour aider à l'investigation, si c'était à la campagne, parce que à côté de Toulouse, la campagne n'est pas loin, pour s'il fallait cacher autour d'une ferme, etc. Et de l'équipement aussi pour aider la police judiciaire en ville. Donc ça fait des équipements, ça fait 3 sacs à chaque fois, plus le sac privé. On est descendu donc avec des brouettés de sacs. Et c'est dans la journée seulement que l'information clé tombe, que c'est la mère de Merah c'est l'ordinateur de la mère de Merah qui a trouvé l'adresse du premier militaire pour vendre la moto. Donc à partir de là, finalement, on n'est plus concerné par renforcer la police judiciaire, mais on va faire un assaut dans la nuit du 21 mars 2012. Voilà. Alors, quand on nous apprend l'assaut, donc on se restructure, on avait déjà équipé des voitures pour être prêt à aider la police judiciaire, on se restructure, on fait un gros briefing, et là, les renseignements généraux nous renseignent sur les coulisses de ces assassinats. Et là, en effet, il y a une chape de plomb, on comprend que là, cette intervention du 21 mars 2012, elle va ressembler à une autre intervention très difficile que nos anciens avaient traitée dans le passé, en 96. Moi, je suis arrivé en 98, donc j'ai pas connu cette intervention de Roubaix en 96, où il y avait eu un blessé très grave parmi nous. Il avait pris une balle de Kalachnikov dans la bouche et une dans la poitrine, donc il a fallu l'opérer plusieurs fois en lui retirant le visage. Bon, c'était très compliqué. Et les 4 terroristes, qui étaient à l'époque, en 96, liés au GIA algérien, mais aussi aux affaires bosniaques, faisaient des braquages. Et quand mes anciens ont donné l'assaut, eh bien, sur les coups de 6 heures du matin, les 4 terroristes étaient déjà prêts pour partir à un braquage. Donc ils étaient déjà équipés, et donc on a été mal accueillis. Donc tout de suite, nous, on a fait le parallèle. Dès qu'on nous a appris la sauvagerie des crimes, on a fait le parallèle avec cette affaire de 96 et on a compris que ça allait être dur. Alors que pourtant, on s'orientait vers un 6 heures du matin aussi. C'est-à-dire que l'affaire Merah, ça aurait pu se passer comme un 6 heures du matin normal, c'est-à-dire une assistance à police judiciaire, on casse la porte, on va jusqu'au criminel qui est endormi, on lui passe les menottes et on remet le criminel à la police judiciaire, c'est ce qui était prévu. Ouais. Sauf que à 3h15, on a quand même réussi à avoir l'autorisation, ce qui n'est pas tous les jours, mais on a réussi à avoir l'autorisation des juges pour faire une intervention à 3h du matin. À 3h15, quand on donne l'assaut, on ouvre la porte de 20 cm et là, il tire. Donc il dormait pas et il a entendu. En fait, il a entendu la porte. Lui, il n'était pas au premier étage, c'était des demi-paliers. Donc il était très près de la porte du hall. Ouais. Il a entendu la porte du hall s'ouvrir et il a été surpris par le fait que la lumière ne s'allume pas. On avait décidé, nous, de ne pas allumer pour essayer d'enlever le moins de signaux possible qui pourraient l'alerter. Et en fait, cette précaution, finalement, nous a trahis. Il s'est dit, c'est sûrement la police. Et donc, la porte s'est à peine ouverte. On a ouvert la porte avec un vérin.
hydraulique. Et quand la porte s'est ouverte de 20 cm, il a tiré. Alors les balles ont traversé la porte, ont touché le premier opérateur au plexus, qui ouvrait avec le vérin. Mais à cet endroit-là, on est particulièrement protégé. Il y a 3 épaisseurs à cet endroit-là. Et donc, il n'a pas été blessé. Il s'est écarté pour ne pas prendre d'autres balles. Mera s'est approché, s'est caché derrière le morceau de 50 cm de mur porteur. Il a tiré dans le dos de notre camarade sans le toucher. Et tout de suite, il a tiré sur la colonne. Sur la colonne d'assaut, il a vidé c'était des Colt 45, c'est équipé de 7 balles. Les 3 premières balles ont frappé le bouclier du premier opérateur. Une balle est passée à toucher le 11e de colonne dans le genou. Et là, une 12e balle, enfin pas la 12e, la 7e balle a touché le mur et a rebondi dans la fesse du 12e opérateur. Donc voilà comment on est accueilli. À partir de là, on a bien fait avancer l'enquête, puisque ça y est, on était sûr, on n'était pas certain que ce soit Mera. Bon ben là, c'était clair, on était sur le terroriste. Et l'affaire, en fait, a duré après 33 heures. Voilà. 33 heures, donc un premier hospitalisé à l'hôpital, celui qui prend la balle dans le genou. Celui à la fesse continue, c'était pas une blessure très grave. Mais à la fin de l'intervention, à l'assaut final, il y a à nouveau 2 blessés, 3 blessés. Et moi, ma blessure, elle intervient à la 3e heure. 3e heure d'intervention, donc il y a plusieurs ouvertures de feu, je te la fais vite. À partir du moment où Mera tire à travers la porte, après on essuiera au moins 3 ouvertures de feu de notre côté, et de l'autre côté, côté fenêtre, côté sniper, côté poste de commandement, là aussi il ouvrira le feu environ 3 fois. Et à un moment donné, je me retrouve moi dans la bonne position pour réajuster le vérin hydraulique. Et c'est en réajustant le vérin hydraulique que là, il tire la première balle en plein front, enfin en plein casque. Ça me fait basculer. Et finalement, ça me sauve la vie parce que la 2e balle qui m'arrivait pleine gorge, finalement, me rentre à l'arrière de l'épaule. Elle fait un trou rentrant, un trou sortant dans la combinaison, un trou rentrant, un trou sortant dans le sweatshirt, pareil dans le t-shirt, et dans la peau, elle m'arrache simplement, elle gratte l'omoplate. Voilà. Et donc, je m'en sors, moi, avec une hémorragie cérébrale. Je suis tout de suite envoyé à l'hôpital Purpan. Et voilà, ils me font des IRM, et voilà. Et puis l'intervention se déroule. Moi, je retrouve en chambre 1 heure ou 2 après, quand les tests sont finis et que on sait que l'hémorragie s'est arrêtée. Je me retrouve dans la chambre avec mon collègue du genou et on suit l'opération dans une drôle de sensation. On suit l'opération à la télé, sans trop comprendre d'ailleurs, parce que c'est compliqué. Oui, bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué d'ailleurs sur cet épisode-là que tu décris de manière très exhaustive dans ton livre, c'est que à partir du moment où tu sens que tu es touché, j'ai envie de dire, même avant même de vérifier qu'il y a rien de grave, tu appelles tes collègues en disant que tout va bien, que c'est pas la peine de venir te chercher. Oui, alors nous on essaie d'automatiser tout, nos comportements pour ne pas se faire submerger par les émotions, pour ne pas être impressionné quand on enjambe un mort. Voilà, on travaille sur nous à l'entraînement en répétant les situations pour ne pas être envahi par des pensées négatives. Mais quand tu prends une balle, c'est forcément nouveau, quoi, parce que tu prends pas des balles tous les jours, et bien forcément moi j'ai pas trop compris ce qui se passait, quoi, hein. C'est-à-dire que quand j'ai pris la balle plein front, à partir de là, ça m'a fait basculer, je suis tombé dans les escaliers, mais j'ai entendu un gros tut dans ma tête. Alors après, les médecins me disent, bah oui, c'est simplement, quand tu vas en boîte de nuit, t'as un acouphène parce que les ondes t'abîment les oreilles. Là, l'onde, elle est passée direct juste avant le front, parce que la balle s'est arrêtée dans le casque, mais ça a quand même fait une onde de choc. Aujourd'hui, maintenant, dans le cerveau, j'ai une sphère morte, ils appellent ça une hyperdensité, de 6 mm 8. Donc ça a quand même frappé. Il y a eu une hémorragie dans cette sphère. Et je sais pas de séquelles, je sais pas à quoi sert cette sphère. Peut-être ça pour apprendre le chinois ou le surf, je sais pas, je verrai un jour. Mais bon. Et donc ça m'a frappé et j'ai entendu un gros tut dans ma tête. Alors déjà c'est confus, parce que toi tu te retrouves par terre, tu sais que tu as été frappé, tu as mal à la tête, tu as mal à l'épaule. Donc tu te dis, j'ai pris 2 balles. Tu sens la douleur avec la non, c'est une confusion. Ouais. Je suis dans les escaliers et je pense pas encore à la douleur à ce moment-là, non. En fait, parce que à peine je suis dans les escaliers, que ça continue à tirer.
Lui, il vide son chargeur. Il y a 5 autres balles qui tapent dans le... Il me voit plus, mais il tape dans le demi-palier, là, dans le mur. Les balles ricochent. Moi, je suis pas touché par les balles. Après, j'ai vu que j'avais du sang sur les tibias. C'est les petits morceaux de béton qui m'ont un peu coupé. Mais là où je réalise que je suis blessé, c'est les 8 marches, là, je les descends, je sais pas comment. Et je me retrouve, là, je reprends connaissance, en fait, vraiment sous l'escalier. Là, sous l'escalier, je suis protégé, je peux plus recevoir de balles. Et là, j'ai une sensation bizarre parce que j'avais ouvert, moi, la porte qui donnait sur les garages et en me disant, comme j'étais dans une position un peu basse, je me suis dit, s'il y a des échanges de grenades, je vais les récupérer moi, sur moi. Aussi bien les grenades du terroriste que les grenades de mes collègues. Donc j'avais préouvert cette porte-là et je l'avais bloquée avec un extincteur. Mais seulement, ça avait bougé en tombant, j'avais un peu bousculé tout ça. Et donc, quand j'ai voulu réouvrir la porte, je me suis rendu compte que j'avais mal à l'épaule. Et donc, j'avais mal à l'épaule, j'avais mal à la tête. J'ai eu un réflexe d'enfant au départ, c'est-à-dire passer la main pour voir, comme les enfants font, pour voir s'il y a du sang. Voilà. Donc, j'ai eu cette sensation-là. Tout de suite, j'ai vu, c'était bizarre parce que je sentais du sang couler, mais mon gant, il n'y avait pas de sang. En fait, c'est du sang imaginaire parce que tu vois ça, quoi. Ça a frappé. Il y a eu une hémorragie cérébrale, donc sûrement qu'il y a eu une sensation de chaleur, mais il n'y avait pas de sang. Donc une fois que je me suis rendu compte que finalement j'avais une balle qui m'avait frappé la tête et une balle dans l'épaule, mais d'un autre côté, mécaniquement elle fonctionnait mon épaule, parce que la balle n'avait que frotté l'omoplate, donc mécaniquement elle fonctionnait, même si elle me faisait mal, et la tête fonctionnait aussi, parce que j'arrivais à raisonner, alors je me suis retrouvé dans une situation. Et en même temps, j'entends mon collègue qui est derrière la Ramsès, c'est-à-dire le gros bouclier de 90 kg. À ce moment-là, il dit « Marco est touché, il faut aller le chercher ». Et ça me ramène. Parce que voilà, quand je te dis que normalement on se concentre pour ne pas être submergé par les émotions, ce geste de se toucher le front, c'est pas normal. En intervention, t'as pas ce geste-là. Parce que on se regarde pas le nombril en intervention. Nous, on pense pas au passé, on pense pas au futur, on pense pas au nombril, on pense uniquement au présent et à la tâche technique qu'il y a à faire, parce que c'est pas le moment de se regarder les émotions ou les pensées. Et bien là, quand même, j'ai été envahi par ça, parce que on peut pas se préparer à ça. Prendre des balles, on s'y habitue pas, enfin ça se travaille pas, quoi. C'est un stress qui est violent. Bon, et donc ce qui m'a réveillé, c'est ça. Quand il me dit Marco est blessé, il faut aller le chercher, ça m'a réveillé. Je me suis dit mince, ça y est, c'est bon. Alors j'ai annoncé à la radio. Voilà, je dis parce que moi je me suis dit ils vont passer devant la zone dangereuse, là où j'ai pris les balles. C'est eux qui vont prendre des balles à leur tour. Donc moi j'ai déjà reçu 2 balles. Si en plus j'ai un pote qui prend des balles pour venir m'aider, c'est pas bon, quoi. Donc j'ai appelé, j'ai dit je suis touché, mais je vais bien et je vais m'exfiltrer seul. À partir de là, ils sont pas venus, et en effet, je suis parti par les garages. Et les garages, là, les pompiers m'ont récupéré, enfin, la police qui faisait le périmètre de sécurité m'a récupéré. Bon, déjà, j'ai eu peur, parce que la première porte, ça va, je l'ai franchie, mais la deuxième porte, je me suis dit, bon, attention, il s'agit pas d'avoir des balles amies, quelqu'un qui est surpris. Donc, j'ai ouvert la porte, j'ai fait, je sais plus ce que j'ai fait exactement, mais je sais que j'étais très inquiet. Bon, et puis, en fait, ils m'ont pris, ils m'ont amené à l'hôpital. 10 minutes après, j'étais à l'hôpital, et ça se passait bien. Et c'est vrai que c'est fort, l'esprit de corps dont tu parles dans le livre. Tu consacres d'ailleurs un chapitre entier sur tes frères d'armes du RAID. Ça, comment tu l'as vécu au quotidien? Parce que c'est important aussi de parler de ta carrière de judoka, mais qui reste un sport individuel finalement, même si tu as combattu en équipe de France, donc j'imagine qu'il y avait quand même un esprit d'équipe. Mais comment tu as lié en fait voilà, cet esprit d'équipe et cette cohésion de groupe que tu es obligé d'avoir sur une colonne d'assaut avec cette personnalité de combattant individuel de judo? Alors le judo est bien formateur pour ça. Parce que c'est un sport individuel, donc on se voile pas les yeux, hein, c'est-à-dire que sur un tatami, comme tu es tout seul, ça te donne l'envie de travailler ton physique, ta technique et tes capacités, tes habiletés mentales, parce que tu seras pas aidé, tu es tout seul. Mais même dans les sports d'équipe, les gens sont tout seuls, parce que par exemple le sport d'équipe le plus équipe possible, c'est le rugby. Ben, le rugby, t'es par équipe, mais n'empêche que quand t'as un mec en face de toi qu'il faut que tu le plaques, bien sûr. Tu peux pas dire à ton collègue, tiens, vas-y, parce que moi, je me sens pas bien, toi. Bon, t'es quand même obligé d'être compétent individuellement. Et en judo, tu peux pas t'entraîner seul. Donc, en fait, ça t'apporte les qualités d'un sport individuel. Tu développes tes habiletés physiques, techniques et mentales parce que tu vas être tout seul sur le tapis. Mais d'un autre côté, comme tu peux pas t'entraîner seul, comme par exemple un lanceur de poids, tu es obligé d'avoir des partenaires. Donc forcément, ça développe aussi les habiletés
de savoir tirer les forces du groupe. On parle de prospérité mutuelle, c'est-à-dire je t'aide, tu m'aideras, voilà. Et donc en fait le judo est bien formateur, parce que moi quand je suis arrivé au RAID après, avec cette notion d'équipe, eh bien j'avais quand même ma motivation de travailler individuellement pour être le plus fort possible, parce que nous au RAID, quand tu rentres dans la pièce, si le terroriste est en face de toi, c'est toi tout seul qui va quand même travailler. Est-ce que j'appuie, est-ce que j'appuie pas, est-ce que je prends à droite, est-ce que je prends à gauche? T'es tout seul. Donc t'es bien obligé de développer tes habiletés individuelles. Mais d'un autre côté, t'es aussi en équipe. Et cette notion en intervention, c'est vrai que cette notion de frère d'armes, elle est effective en intervention. Souvent, les gens un peu font dans le romantisme en parlant de cette notion de frère d'armes. C'est-à-dire que c'est vrai, elle est pas partout. C'est-à-dire qu'au quotidien, dans les unités militaires les plus pointues et dans les unités policières les plus pointues, au quotidien, n'empêche que j'ai quand même des meilleurs amis, des amis classiques et même des camarades que j'aime pas. Parce que c'est ça la vraie vie. Bien sûr, ouais. La notion de frère d'armes, c'est pas t'aimes tout le monde et la vie est rose. Non, c'est comme ça. Alors, ça doit pas se savoir. Ceux envers qui tu as une inimitié, ça doit rester réservé. Il y a des garde-fous de cohésion à garder, mais n'empêche que tu as quand même des préférences. Par contre, en intervention, c'est fini. En intervention, on est formaté. Là, c'est plus du lien social. Tu peux aimer travailler avec quelqu'un avec qui t'as pas envie que tu choisirais pas pour partir en vacances. Ouais, c'est ça, moi, ma phrase clé. Je peux aimer travailler avec quelqu'un que je ne choisirais pas pour partir en vacances. Parce que je sais qu'il est bon. Parce que je sais qu'avec lui, si jamais je fais une erreur, elle sera compensée. Parce qu'on fait une bonne équipe. Parce qu'on a déjà réussi des performances ensemble. Parce voilà. Eh bien, j'aime travailler avec lui. Et pourtant, on peut être différent. Mais c'est ça la notion de frère d'armes. C'est-à-dire que quand en intervention, quelqu'un me pressait l'épaule, je me retournais pas pour savoir là je vais faire un truc hyper dangereux, est-ce que c'est mon meilleur pote ou c'est un mec normal? Non, la question se pose pas. On peut pas, il n'y a pas de réussite autre que collective. On pardonnerait pas à quelqu'un de pas jouer le jeu du groupe parce que ça c'est vital. Voilà, en intervention, on te presse l'épaule. Moi j'ai pressé des centaines d'épaules, j'étais prêt à suivre la personne de devant quoi qu'elle fasse. Même quand après j'ai eu des enfants ou une femme, tu penses pas à ça. T'as pas le temps de penser à ça. Tu penses pas à ton nombril. Tu penses à la mission. Et c'est vital dans la mission, cette notion de frère d'armes. Et donc la notion de frère d'armes, faut simplement la réduire à la notion de professionnel. C'est important. C'est vrai que ce que tu me dis, ça résonne un peu. Parce que tu parles de ta femme, de tes enfants et que tu dois faire abstraction. Ça, comment tu arrives à faire abstraction de ces choses-là? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que c'est inné? Le fait de, en quelque sorte, se mettre des œillères, se concentrer sur l'objectif, sur l'opérationnel, et donc finalement oublier un peu ce qui se passe à côté pour pas faillir. Ce cloisonnement, je pense qu'il est impératif pour la performance. Parce que dans les boulots pointus, mais même les pas pointus, si tu as 100% de ton cerveau, que tu le consacres à la résolution du problème. Tu as 100% de ton cerveau qui s'occupe du problème. Mais nous, face à des terroristes qui sont déterminés au point de ne pas avoir peur de la mort, parfois dopés, comme au Bataclan, donc eux sont même pas à 100%, eux sont à 110 ou 120%. Toi, tu peux pas te permettre de laisser 10% de ton cerveau traîner ailleurs que dans l'action en cours. Si tes 10%, 20%, 30% de ton cerveau va vers ton enfant en disant bah non, si j'ai un problème, il va être orphelin, ou va vers ta femme, bah non, elle va pleurer. Bon, il va te manquer ces 10, 20, 30%. Donc en fait, le sport est une bonne école pour ça, parce que c'est une école de la concentration, c'est-à-dire que il faut aller chercher des leçons dans le passé, ça c'est sûr. Il faut tracer des lignes d'avenir. Mais c'est des briefings et des briefings, ça. C'est avant l'action. Moi, par exemple, je suis un inquiet. Génétiquement, je suis un inquiet. Avant les interventions, avant les conférences, avant n'importe quoi, je dors mal. Mais cette inquiétude, elle me sert parce qu'elle me pousse à travailler. Mais par contre, j'arrive le jour J, à ne plus être inquiet. Et donc, à ne pas penser au passé, au futur, mais à bien me concentrer à 100% sur le présent. Tu sais, l'exemple, il est type, hein, c'est marcher sur un rail au ras du sol.
Tout le monde sait le faire. Par contre, si tu mets le rail à 10 mètres de hauteur, plus personne sait le faire. Pourquoi? Parce que tout le monde se voit à l'hôpital, en se disant si je tombe, ça y est, je suis en plâtre. Bon bien, et donc en fait, c'est ce transfert de pensée vers le futur qui te bloque. Si tu arrives à te concentrer sur le présent, sur l'objectif, bien, bon, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais à force d'entraînement, eh bien, tu arrives à focaliser sur ta technique et tu t'occupes pas. Moi, j'ouvrais les portes sur la fin à l'explosif et avec d'autres méthodes. Eh bien, quand tu es à 4 pattes devant la porte, tu dois pas penser à qu'est-ce qui va se passer derrière la porte, et puis même tu dois pas entendre tes camarades qui s'impatientent, qui disent mais qu'est-ce qu'il fait, machin, etc. Bon, ça tarde. Non. Tu dois pas penser à ces émotions sociétales, c'est-à-dire l'ego, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce que ceci, et puis si je prends une balle, et puis ceci. Non, tu dois penser uniquement technique. Voilà, tu dois être un monstre technique. Au raid, si tes émotions s'emballent, tu peux prendre des balles, tu vois. Il faut rester un monstre technique, concentré. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que parce que là tu parles d'explosifs, il faut aussi mentionner que toi tu avais une spécialité, donc c'est des explosifs. Donc concrètement, c'est toi qui ouvre les portes avec des explosifs. Tu peux nous en parler un peu plus comment ça se passe au raid? Alors au raid, quand on rentre à l'unité, après les 3 mois de formation, etc., on nous forme au travail de base de la colonne d'assaut. Voilà. Les militaires appellent ça des conducteurs de rangers, nous on appelle ça des conducteurs de boucliers, c'est-à-dire c'est le travail de base d'un homme d'assaut. Pas le bouclier ou pas le bouclier, mais c'est toi qui t'articules, et tu fais ça environ pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, si tu le désires, tu peux commencer à travailler une spécialité propre à l'intervention, c'est-à-dire soit le tireur-fusil, soit les fractions, soit les techniques de corde, et tu prends cette spécialité. T'es pas utilisé dans cette spécialité la première année, la deuxième, enfin ça dépend un peu comment tu progresses, quelles sont les opportunités s'il y a des stages, s'il y a des... Bon voilà. Et donc moi j'ai choisi au bout de 2 ou 3 ans, je sais plus, les fractions, et petit à petit tu progresses, et puis à un moment donné quand tu commences à être opérationnel, alors là la notion d'opérationnel c'est tes camarades qui jugent à quel... Parce qu'il y a des périodes où tu progresses vite, parce que par exemple, si on dispose d'un beau site d'entraînement, tu vois, on cherche les sites d'entraînement. Bon ben, si d'un seul coup on te file un immeuble à détruire et il y a beaucoup de belles portes, eh bien, ce mois-là, tu vas progresser énormément. Alors qu'à un moment où on pourra faire que de l'entraînement sur des portes médiocres, bon. Donc à un moment donné, tu commences à être jugé par tes pairs opérationnels, eh bien, tu vas faire une alerte opérateur, et puis de temps en temps une alerte effraction avec un ancien. Et puis pareil, tu vas monter l'échelon, et quand les gens jugeront que tu es compétent, eh bien tu deviendras toi-même l'ancien qui sera tuteur d'un plus jeune. Et c'est comme ça. Et moi j'ai commencé doucement comme ça, sans prétention. Au départ, je voulais être simplement bon en effraction. Et puis après, tu te prends au jeu, parce que cette spécialité-là, elle est, tu peux pas tricher, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que là, la porte. Ça s'ouvre pas. Ah oui. Dans la rue, tu peux raconter à des gens que t'es montagnard, tu vois, mais à la montagne, tu peux pas mentir, hein. Tu vois, ça va se voir. Et ben nous, la porte, c'est pareil. C'est-à-dire que la porte, si tu l'ouvres pas, tout le monde le sait, et plus encore, il peut y avoir des morts derrière. Donc c'est une spécialité où tu peux devenir un peu vite fou. Et moi, j'ai plongé dedans comme ça, c'est-à-dire qu'après, bon, alors les fractions, c'est mécanique, il y a plein de trucs, hein, il y a au bélier, à la disqueuse, etc. Au vérin hydraulique. Et puis l'explosif, c'est encore plus tendu, parce qu'on le fait que dans les moments les plus où on n'a pas le choix. Et là, par contre, là, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais devenu excessif. Je pouvais plus aller chez un ami, moi, sans regarder discrètement, en me disant, tiens, cette porte, là, si j'avais à l'ouvrir, à quelle distance il faudrait que je me mette, où je placerais l'explosif, quelle dose d'explosif. Et là, je me suis dit, punaise. Ah là, ça y est, t'es dedans. Mais on est comme ça beaucoup au raid. Parce que, mais j'étais déjà comme ça au judo aussi. Et à un moment donné, si tu veux être performant, il faut que tu sois, alors je dis ça en rigolant un peu, mais un autiste de ta spécialité. C'est-à-dire que tu focalises, et puis après, tu finis par plus penser qu'à ça. Alors, il faut faire attention à pas basculer. Voilà, il faut quand même, t'as quand même encore une vie de famille à gérer. Et puis, il faut être équilibré. Mais n'empêche que quand une spécialité aussi importante, pour vraiment performer. D'ailleurs, la porte de Vincennes, j'en suis fier. Cette porte-là, la majorité des gens pensaient qu'on n'allait pas réussir à l'ouvrir. Alors, c'était quoi exactement le contexte? C'est le 9 janvier 2015.
c'est la libération des 26 otages de l'hypercachère de Vincennes, un terroriste qui prend 26 otages, 19 en haut et 7 en bas dans les frigos, donc 26 otages, et l'assaut doit se faire sur la porte principale, mais la porte principale est compliquée à ouvrir parce que c'est une porte en verre coulissante et un rideau en fer. Donc on se dit on va aussi ouvrir la porte de service à l'arrière. Comme ça, si jamais il y a des portes qui résistent, on prendra celle qui voilà. Et celle à l'arrière, c'est celle laquelle je suis positionné. La porte de service, c'est une porte qui est difficile à ouvrir parce qu'elle donne sur la réserve. Donc forcément, elle a tous les éléments pour que les cambrioleurs ne passent pas. Donc si elle est faite pour que les cambrioleurs ne passent pas, elle est faite pour que nous on passe pas. Elle était semi-blindée, elle était en métal, un double battant et surtout elle était tirante. Donc ouvrir une porte tirante, c'est pas simple parce que l'explosif pousse. Si tu mets mal l'explosif, la porte va s'encastrer dans le montant et plus personne passera. Personne peut rentrer. Et on a réussi, alors que au début, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on n'allait pas réussir techniquement. Et puis, eh bien, on a réussi à l'ouvrir comme ça. C'était une belle performance. Et cette performance-là, on a réussi à la faire parce qu'on était des autistes de la spécialité. Parce que on ne savait pas le faire depuis longtemps. Je connais personne, pourtant j'ai coopéré dans beaucoup d'endroits, personne qui savait faire cette porte-là, une porte métallique comme ça, double battant, avec une barre de renfort derrière, la tirer. À l'époque, on a réussi à faire une performance qui n'avait jamais été faite en situation réelle. Et d'ailleurs, quand tu parles de la barre, tu expliques dans le livre quand même que là, tu as dû faire preuve de beaucoup d'adaptabilité parce qu'il me semble que tu n'étais pas au courant qu'il y avait cette barre au dernier moment et que ça a dû être assez complexe. Ça, comment ça fonctionne aussi? Parce que nous, en tant que civil, on va voir ça à la télévision, on va voir un peu les images satellites des caméras BFM et compagnie, et on n'a pas vraiment on sait pas ce qui se passe au cœur de l'assaut. Comment ça fonctionne exactement? Il y a un poste de commandement, c'est eux qui vous donnent les ordres, c'est eux qui vous donnent le feu vert, et après, quelle est un peu la hiérarchie qui donne les ordres? Comment ça fonctionne? Alors c'est compliqué parce que c'est jamais le même schéma. Parce que, en règle générale, sur une intervention classique, on va dire à 6 heures du matin ou une intervention où il y a que le raid, eh bien, on va faire un briefing. Et là, on va se mettre d'accord avec les opérateurs, les officiers, la haute hiérarchie sur ce qu'on va faire. Quel est le schéma tactique? Est-ce que c'est un forcené? Est-ce que c'est un preneur d'otages? Est-ce que c'est quelqu'un qui est suicidaire? Est-ce que c'est un terroriste qui peut être amené à se suicider? Et après, on reçoit plus d'ordre. Parce que un opérateur d'assaut, quand tu rentres dans une maison, c'est lui qui prend. Il est à la fois le technicien, tu fais ta stratégie, t'es tout seul, quoi. Toi, c'est comme un entraîneur de rugby qui voit son équipe. Si elle commandait à la radio en disant vas-y, toi avance de 10 mètres, toi avance de 5 mètres, toi plaque à gauche, bon, ça marcherait pas. Il y aurait un temps de retard. Nous, c'est pire parce que personne peut nous voir. Donc, à l'intérieur d'une maison, on n'a pas de chef. C'est nous qui sommes suffisamment préparés techniquement, physiquement, juridiquement pour prendre les bonnes décisions. Dans l'affaire de l'hypercachère, c'est différent parce que c'était une intervention qui se faisait conjointement avec le GIGN qui était à 40 km de là, puisque le 9 janvier 2015, nous, ce Koulibaly qui est avec les 26 otages, c'est une intervention conjointe avec les frères Kouachi qui 2 jours avant avaient fait le massacre de Charlie Hebdo, et on avait pourchassé le GIGN, nous et la BRI avaient pourchassé les frères Kouachi, et ils s'étaient retranchés à l'imprimerie d'Amartin-en-Gouel, et les 2 interventions étaient là, et les terroristes étaient en contact. Koulibaly avait dit si jamais les frères Kouachi meurent, je tue les otages. Donc on s'était mis d'accord nous pour une intervention conjointe entre le GIGN et nous en même temps, mais les frères Kouachi ont pris l'initiative de l'assaut, c'est eux qui ont donné l'assaut au GIGN, donc forcément ils se sont fait neutraliser, et nous on s'est retrouvés avec la problématique que Koulibaly avait un ordinateur, heureusement il n'avait pas mis le son, mais il y avait quand même les bandeaux d'information. Donc, on est obligé de donner l'assaut pour pas que Koulibaly tue les otages. Alors que les voyants n'étaient pas au vert. Ils auraient jamais été tous au vert parce que un preneur d'otages avec 26 otages, avec il avait de l'explosif, 2 kilos sans d'explosif,
On savait pas s'il avait, comme les Kouachi, des lance-roquettes, on savait pas exactement ce qu'il avait. On savait qu'il avait des fusils d'assaut, parce qu'on savait qu'il y avait déjà 4 morts à l'intérieur de l'épicerie. Ouais. Quand il est arrivé, il a tué 3 personnes d'entrée de jeu, et après, il y a quelqu'un qui a remonté des frigos, qui a vu une arme, il a pensé qu'il y avait une ouverture possible, il a pris l'arme, il a tiré sur le terroriste. Il était formé pour ça, il savait faire. Mais malheureusement, l'arme avait été posée par le terroriste, elle était enrayée. Donc en fait, il s'est fait tuer. Donc il y a eu 4 morts. Sans compter la policière municipale tuée la veille. Donc les voyants n'étaient pas au vert, mais on a été obligé d'y aller, on a lancé l'assaut. Et donc moi, j'ai ouvert cette porte avec mon camarade à l'explosif à l'arrière pour non seulement faire une ouverture au cas où l'ouverture principale résistait, mais aussi pour appeler le terroriste au fond. C'est-à-dire que le terroriste a lâché les 19 otages avec lesquels il était au-dessus, quand la porte s'est ouverte à l'arrière, la porte à l'explosif, et il a tiré dans le halo de lumière et de poussière, en pensant que l'assaut se faisait là. On n'a pas reçu les balles, nous, parce qu'il avait entassé devant cette porte un Fenwick avec des sacs de farine et de sucre, et donc on a entendu tirer, nous, on savait on entendait bien un fusil d'assaut. Tu entends quand ça tire vers toi ou quand ça tire de l'autre côté, c'est pas le même bruit. Donc on entendait qu'on se faisait tirer dessus, mais on comprenait pas trop. Enfin nous, c'est quand on a été voir la porte, si on avait réussi à l'ouvrir, que nous on ouvrait cette porte pour la BRI, qui avait pas les capacités explosives. On l'a ouvert pour eux, et l'assaut principal s'est fait par le RAID. Et donc le terroriste est venu au fond du magasin, il nous a tiré dessus, et ça a permis à l'unité RAID de lever le rideau, et au lieu que le terroriste tire dans le rideau dès les premiers centimètres, il n'a pas vu le rideau se lever. Parce qu'il nous tirait dessus, à l'arrière, et aussi parce qu'il était gêné par les caisses enregistreuses. Donc en fait, il a vu que finalement l'assaut principal se passait là. Eh bien, le rideau était déjà à 1,50 m, il y avait déjà un opérateur du RAID qui était rentré, et puis ça y est, le feu était déjà enclenché, et donc c'est comme ça que ça s'est terminé. Mais cette ouverture a été importante à l'arrière, parce qu'elle a attiré le terroriste au fond. Et quand tu termines une opération comme ça, comment tu arrives à rentrer chez toi, peut-être boire une bière avec les camarades et te dire que tu peux repartir le lendemain? Comment tu gardes une énergie, une motivation pour repartir peut-être le lendemain, peut-être dans 2 heures plus tard? Ça, on en a l'expérience, parce que c'est pas le lendemain, ça peut partir 1 heure plus tard. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc nous, quand on est rentré, on a remis le matériel en place. On fait toujours un petit débriefing à chaud. C'est pas officiel, c'est pas obligatoire, mais d'habitude tu prends une douche. Là, on pouvait pas. Il y avait de la légionellose dans les douches. Hein, c'est ça la police. On est dans un beau château qui est historique, mais il y a des dysfonctionnements. Bon, on n'a pas pris de douche, mais dans ces coups de temps-là, tu bois ton litre 5 d'eau, voire tes 2 litres, parce que tu as transpiré dans la combinaison. Et puis après, on est resté un petit peu entre nous pour s'échanger des informations. Ça permet déjà, si tu vas te coucher directement, tu retrouveras pas le sommeil, parce qu'on est quand même monté haut. Donc voilà, ce petit moment, il nous permet de relâcher un petit peu, de discuter. On a ouvert une bière. Hein. Il y avait quelqu'un qui avait un jambon dans le vestiaire. On a mangé le jambon, un jambon de Bayonne. Et puis, on s'explique déjà à chaud ce qu'on a fait. Quoi. Parce qu'en fait, quand tu travailles, tu as toujours une vision un petit peu parcellaire de ce que tu as fait. Et tu sais que le lendemain, ton rôle, ça sera peut-être... tu as tout intérêt à discuter, à dire ce que tu as fait, mais aussi à t'intéresser à comment les autres ont fait. Que ce soit des petites erreurs ou des grandes réussites, il faut s'intéresser parce que c'est important d'avoir une vision globale de l'intervention. Parce que dès demain, ton rôle, ce sera peut-être celui que l'autre a assumé. Si t'as pas pris l'info, c'est de l'information qui est perdue pour toi, et c'est grave. Donc en fait, dans une bonne ambiance, parce que c'est pas obligatoire, mais tout le monde est resté. Tu fais un petit débriefing. Nous, souvent, on appelle ça l'omelette. C'est-à-dire qu'après le 6 heures du matin, on va chez un ami qui nous fait une petite omelette avec... Bon, là, c'était pas possible. C'était une intervention. On est rentré au service. L'omelette, on s'est faite nous-mêmes. Hein. Il n'y avait pas d'omelette. Il y avait ce fameux jambon. Et tu bois une petite bière, tu discutes. Tu vois, ça sert aussi à la cohésion. Mais ça sert surtout à s'informer professionnellement. Et puis à laisser décompresser. Puis comme ça, tu rentres chez toi.
Et c'est un peu plus facile. T'as fait ton petit sas de décompression. T'as rigolé avec les potes, même s'il n'y a pas de quoi toujours rigoler, mais t'as un petit peu décompressé et tu rentres chez toi, parce que moi, dès le lendemain, hein, tu regardes les informations, mais t'as les enfants à gérer. Hein. Là, c'est un vendredi soir, donc dès le lendemain, c'était le week-end. Et le week-end, on était quand même en famille, et là, tu peux pas, toi, traîner ton stress ou traîner ton obnubilation, savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait. Voilà, et il faut aussi protéger sa famille. Tu peux pas tout raconter, tu peux pas non plus... Moi, mes enfants étaient jeunes, donc voilà, il faut regarder le dessin animé avec eux, et t'attends que le dessin animé t'attends qu'ils fassent leur devoir pour zapper un peu sur les chaînes d'infos pour voir ce qui se dit. Et puis voilà. Mais en règle générale, avec l'entraînement, on sait le faire. C'est le même cloisonnement qu'on parlait tout à l'heure. Oui, bien sûr. Au cœur de l'intervention, je me concentre à 100% sur l'aspect technique de ma tâche. Et puis, essayer de faire pareil quand tu rentres chez toi, c'est une autre intervention. Oui, bien sûr. C'est-à-dire gérer son épouse et ses enfants, c'est une intervention. Voilà, bon, elle aimerait peut-être pas entendre ça, mais c'est un boulot. C'est un boulot agréable, hein, mais tu dois le prendre comme un boulot. Mm-hmm. Voilà. Romantisme en plus, si tu veux, mais ce que je veux dire, voilà, c'est un boulot. Nous, dans la police, il y a des divorces, il y en a des brouettés, même dans la vie normale. Et donc, tu as tout intérêt à prendre au sérieux cette tâche-là, parce qu'elle fait partie de ton équilibre et puis de ton choix. Et il y a moyen de gérer les deux. Moi, j'ai réussi à gérer les deux carrières. Voilà, c'est possible. Mais il faut savoir cloisonner. Quand t'es au boulot, t'es au boulot. Quand t'es en vacances, t'es en vacances. Quand t'es avec ton épouse, t'es avec ton épouse. C'est pas toujours facile. Parce que je te dis, on est un peu autiste sur le truc. Mais c'est important de réfléchir à ça. Et ce travail et nous, parce que quand on est rappelé, par exemple, on devient pilote. En région parisienne, faut conduire vite sans accident. Faut pas que tu penses déjà à l'intervention. Faut pas non plus que tu penses, ma femme, je suis parti un peu vite, qu'est-ce qu'elle va dire? Bon, non, tu t'es pilote à 100%. Parce que sur la 86, quand ça bouge, pour passer sans casser de rétroviseur, il faut être concentré, quoi. Et celui qui serait tête en l'air, échouerait dès là. Dès ce moment-là. Donc en fait, ce cloisonnement, voilà. Et en judo, c'est une bonne école. Parce que t'as ton premier combat à 9h, ton deuxième à 10h, ton troisième à midi, ta finale à 17h. Si toi, tu sais pas gérer ta vigilance, c'est-à-dire remonter dans ta bulle et être à 100% quand c'est nécessaire, et puis redescendre, déconner, t'arriverais à la finale complètement fatigué. Donc ça, je savais bien faire. Toi, redescendre, se repositionner à 100%, se redescendre, et puis se concentrer, c'est-à-dire quand c'est le combat, t'as 5 minutes à être performant, et puis après, tu peux redescendre la concentration. Donc ce cloisonnement, le sport m'avait bien préparé à le faire. Et je sais que dans cette spécialité-là, j'étais bien. On est mauvais juge de soi-même, mais j'avais des signes. J'avais un camarade maître chien, j'ai en souvenir, qui avait dit à ses collègues, voilà, quand on fait la pause dans l'escalier, va vers Marco, tu vas voir, tu seras bien. Parce que j'arrivais à plaisanter, même dans les situations dramatiques, voilà, et puis remonter dans la bulle. Et ça, c'est important. Parce que nos interventions durent longtemps. Hein. Mera, c'est 33 heures. En 93, moi, j'étais pas là non plus, mais en 93, la maternelle de Neuilly, c'est 46 heures. Moi, j'ai fait 2 prises d'otages, une à Fresnes, une à... je me rappelle plus le nom, mais 24 heures. Bon, tu peux pas être tendu pendant 24 heures. Tu peux pas être concentré sur 24 heures. Et est-ce qu'au long de votre carrière, au sein du RAID, mais même dans la police en règle générale, il y a un suivi psychologique? Je dis ça parce que le dernier épisode que j'ai tourné, c'était il y a assez longtemps maintenant, donc je suis désolé, mais on va repartir. Je l'ai tourné avec un ancien militaire, donc qui était dans l'infanterie et qui a subi un syndrome de stress post-traumatique. Et il y avait également la compagne d'un ancien de la Légion et la présidente de la Fédération des blessés de l'armée. Donc on a fait une discussion à 4. Ah, j'ai vu ta vidéo. Au sujet du PTSD, donc du stress post-traumatique. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui sort un peu de l'ombre et qui touche énormément de personnes, donc des métiers des armes. Et je pense que les chiffres du suicide dans la police sont assez 60 par an. Expriment pas, oui, voilà. Donc montre vraiment ce genre de soucis. Je pense que les policiers sont très touchés par ce syndrome. Et donc voilà, je me demandais au niveau de l'aspect psychologique comment c'était pris en compte par l'institution et individuellement par les opérateurs. Alors personnellement, les choses ont toujours été claires pour moi.
En venant du sport, c'était clair qu'on pouvait progresser sur le plan physique, les habiletés physiques. On pouvait progresser sur les habiletés techniques. En judo, c'est un sport très technique. Et on pouvait progresser, alors qu'on n'en parlait pas beaucoup. À l'époque, nous, la préparation mentale, nos entraîneurs nous disaient c'est bon, tu prends ta tête, tu tapes dans le mur et le mur va reculer. Voilà, c'était ça la préparation. Mais moi, perso, je savais que les habiletés mentales, ça existait et que ça se travaillait. Et donc, j'ai toujours aimé ça. Quand je suis arrivé au RAID, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que sur quoi orienter ton attention en début d'action, comment travailler tes automatismes de pensée, tes automatismes émotionnels, comment travailler sa confiance, comment travailler sa concentration, tout ça, ça se travaille. Et moi, je me suis tellement passionné à ça que aujourd'hui, c'est mon métier. Je fais des conférences en entreprise là-dessus. Donc, que ce soit au sport, au RAID, ou maintenant, je suis convaincu que même si on a un aspect un petit peu génétique, par exemple pour la confiance en soi, pour les capacités de concentration, les capacités cognitives, n'empêche qu'il y a une grosse partie qui dépend que de toi. Ça se travaille et tout se travaille. L'engagement, voilà. Et donc au RAID, eh bien cette formation-là, on le fait, mais elle n'est pas faite par un institutionnel. C'est-à-dire que on le fait intuitivement avec l'expérience des anciens, c'est-à-dire que tous ces trucs-là, on le travaille en fait en répétant les interventions. Par exemple, je te parlais d'automatismes physiques qui se travaillent comme les automatismes de pensée, les automatismes émotionnels. Eh bien nous, quand on fait un entraînement, on n'axe pas notre entraînement que sur le technique, que sur la capacité à bien progresser dans l'appartement. Non, à l'entraînement, on va mettre des faux morts, on va mettre des faux bruits, on va mettre on s'habille comme si c'était l'intervention, on va mettre des faux terroristes, on va essayer de faire en sorte que ce soit la réalité. Voilà. Et rien que de faire ça, en étant le plus réaliste possible, eh bien, tu travailles plus que la technique. Tu travailles aussi à pas te faire envahir par une pensée négative, des choses comme ça. Hop, tu t'apprends. La majorité des gens le travaillent sans s'en rendre compte. Mmh. Mais c'est comme ça. Alors après, pourquoi ça se fait pas institutionnel par un prof? Parce que on n'a déjà pas rencontré un prof qui était au top, peut-être. Et en fait, c'est compliqué parce que autant le physique et le technique, ça se mesure, ça se chronomètre. Hein, le poids, tu le lances, tu vois bien. Autant les habiletés mentales, c'est plus difficile à cadrer parce que on n'est pas tous au même niveau. Toi-même, t'es pas au même niveau le lundi et le mardi et le vendredi, donc c'est plus compliqué. Alors l'institution dispose on a des psys. On a testé ça, nous, après les grosses blessures, t'es obligé d'aller voir. Mmh. Donc moi, après Mera, j'y étais. Après Vincennes, j'y étais. Mais on n'est pas super... Enfin bon. On peut pas ramener ça à la maison. Tu peux pas parler à la maison parce que tu transférerais ton stress sur ta famille. Tu peux pas toujours parler avec tes camarades parce que c'est des fois montrer une blessure. Bon, on fait confiance, mais on n'a pas trop envie de s'ouvrir à notre hiérarchie donc on a une petite réserve. Donc le mieux, en effet, ça serait un psy, parce qu'au moins tu le vois, puis après tu le vois pas. Mais moi, mon expérience, c'est que les psys ne comprennent pas ce que tu leur dis. À l'école, déjà nous, on est surpris quand on prend des balles de l'effet que ça te fait. Mais le psy, quand tu lui racontes, il comprend pas tout. Alors, on travaille avec ça, parce qu'on a besoin d'universitaires qui nous expliquent les théories, etc. Mais on parle aussi, moi, surtout avec les anciens. Tu vois, si le deuxième raid de la Légion étrangère a pris comme devise Mort Majorum, tu vois, à l'image des anciens, c'est qu'il y a une raison. Et nous, on fait pareil aussi. C'est-à-dire qu'on a des anciens qui ont fait des dépressions, hospitalisés. Hein. Oui. On a des anciens qui ont été blessés gravement, qui ont été obligés de travailler sur eux. Et donc, demander son chemin à quelqu'un qui l'a déjà parcouru, c'est intéressant. Voilà. Alors, moi, je fais pas le sectaire, je dis pas les intellectuels, il faut prendre en compte. C'est comme d'habitude, c'est un équilibre. Oui, bien sûr. Entre les connaissances théoriques, il faut les connaître, il faut savoir ce que les gens apprennent en université. C'est bien sûr, c'est le chemin parcouru aussi, mais intellectuel. Mais ça ne suffit pas si tu vas pas voir celui qui l'a vécu vraiment. Et voilà. Moi, ma phrase clé, c'est ça. C'est quand tu demandes ton chemin à quelqu'un qui l'a parcouru,
ça t'apporte quand même des choses intéressantes. Donc c'est entre nous qu'on discute de tout ça et on relativise. Et des fois même avec les autres services. Hein. Après Vincennes, j'ai eu un moment de fatigue parce que on fait non seulement l'intervention, mais après le lendemain, l'après-lendemain, on va chercher ceux qui ont fourni les armes, ceux qui ont fourni les voitures, les réseaux dormants, on les agresse aussi. Continue, Et donc des fois t'es fatigué, tu perds le sommeil, c'est comme ça que tu vois que tu commences à fatiguer parce que les nuits blanches t'empêchent après de bien récupérer. Et moi, par exemple, personnellement, c'est un stage avec le premier PMA qui m'a remis bien. Parce que j'ai relativisé que finalement, j'allais très bien par rapport à eux qui ont des blessures encore plus graves. Tu vois, je discutais avec un des leurs là, qui avait pris une balle dans le fémur. Il en était à plus de 30 opérations parce qu'il y a eu une infection de l'os. Enfin bon, quand il te raconte... parce que nous, en fait, parfois... on est un peu dans le confort de ce côté-là. Moi, 10 minutes après ma blessure, j'étais à l'hôpital. Ouais. Alors que quand tu as ça au milieu d'Afghanistan, les gens te ramènent sur 8 km avec un garrot, c'est pas exactement pareil. Donc, on a tout en échange. À l'inverse, eux, ils disent, oui, mais nous, quand on donne l'assaut, on essaie que tous les feux soient ouverts. Alors que vous êtes obligé de donner l'assaut même quand les voyants sont rouges. Mais voilà. Mais en échangeant, on relativise nos malheurs réciproques et ça nous fait du bien. Autant que d'aller voir un psy. C'est assez amusant parce que j'observe, ça fait maintenant quelques épisodes que je fais avec des militaires, des forces spéciales, le RAID, le GIGN, les commandos, le premier PIMA, j'en ai vu quand même passer quelques-uns et je vois toujours cette humilité qui se dégage de vos messages, de vos discours. Et alors, du coup, ça me fait penser... Pourquoi on est humble? Parce que des fois, quand je rencontre quelqu'un qui est pas humble, je comprends pas. Parce qu'on est mis à l'épreuve. C'est-à-dire que moi, à la porte, hein, même le lendemain de Vincennes, où j'étais satisfait, j'étais content d'avoir fait une performance avec mon camarade, tu peux pas frimer. Tu peux pas te vanter trop longtemps. Parce que tu sais que demain, tu auras peut-être une porte qui va te résister, et du fait de ton incompétence, il y aura peut-être 3 morts. Donc, comme tu es mis à l'épreuve, tu peux pas frimer. C'est comme en judo. En judo, tu gagnes une compétition, mais tu peux pas la ramener. La compétition d'après, tu vas peut-être perdre au premier tour. Voilà, pour moi, le fait d'être mis à l'épreuve, ça te rend humble forcément. Et alors du coup, ça me fait penser un petit peu à une passage de ton livre où tu parles des médailles, des récompenses. Et donc voilà, on parle d'humilité. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intrigué parce que d'un côté, tu expliques expressément que tu fais pas ça pour les médailles, tu fais pas ça pour les récompenses. Et je pense que beaucoup d'opérateurs, c'est une vocation. Vous faites ça pour les autres, pour la sécurité de vos et de nos compatriotes. Mais on a l'impression qu'il y a une forme quand même de rancœur que tu as envers, je ne sais pas, peut-être les supérieurs ou peut-être ceux qui prennent les médailles au lieu de les donner à ceux qui les méritent. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et donc, j'aimerais avoir ton avis concrètement sur ça, sur les médailles et et pourquoi il y a une espèce de rancœur qui sort un peu qui émane de ton livre. Dans ta question, moi, je vois deux problèmes. Le premier problème, il est que c'est le problème des récompenses-punitions. C'est difficile à gérer. Parce que on est comme tout le monde, on a besoin de reconnaissance. Et donc pendant très longtemps, le RAID avait une culture police sans médaille. C'est-à-dire que c'était surtout militaire, les médailles. Et le RAID, il y a beaucoup d'anciens qui ont fait des choses extraordinaires, qui n'ont pas une médaille, même pas une petite courage et dévouement. C'était pas dans la culture police. Alors, on le sait. Ils avaient un petit peu de rancœur par rapport à ça, en se disant, bah non, les autres, ils ont eu des médailles, et puis nous, on n'a rien, machin, mais bon, voilà. Alors, c'est ce problème-là. Mais d'un autre côté, quand tu récompenses, tu peux pas donner une médaille à tout le monde. Et parfois, quand tu récompenses qu'une personne, tu vas faire du mal à la deuxième qui va juger que... Et donc, c'est compliqué, les médailles. Tu vois, c'est le côté récompense. Pour être un bon manager, pour bien récompenser et bien punir, c'est plus délicat qu'on le croit. Parce que tu crois que tu vas faire bien, tu vas donner 5 médailles, mais finalement tu vas casser le groupe, parce que tu vas pas pouvoir donner la 6e à celui qui le mérite aussi, et donc ça va nuire au groupe, à l'unité du groupe.
Donc souvent, le RAID avait dit, bon, ben, on donne pas de médaille, comme ça réglera le problème. Mais ça a le problème que les enfants, on est comme tout le monde, on a besoin de reconnaissance. Quand tu risques ta vie sur un truc et que tu as sauvé des gens, bah, tu as envie d'être récompensé. Ça, c'est ma première réponse. C'est délicat, les médailles. Bon, voilà. Et la deuxième, elle est plus polémique, c'est sur les hiérarchies. Bien, voilà, il n'y a pas de réussite autre que collective. C'est clair. Je prends mes précautions. Dans une unité, bien sûr, la secrétaire est importante, la logistique est importante, les cadres sont importants, les opérateurs sont importants, le maître chien, le négociateur, tout le monde est important. Mais après, nous, quand on sort de l'intervention et que on a reçu des balles, ou que les balles ont sifflé, ou qu'elles se sont arrêtées dans un pote, ou dans ton bouclier, eh bien, on juge quand même que les médailles, là, tu vois, la reconnaissance, elle devrait quand même plutôt aller vers nous, plutôt que vers le mec de la logistique, même si tout mon respect pour le mec de la logistique. Il fait son travail, et s'il le faisait mal, j'arriverais pas à faire. Mais voilà. Et donc la hiérarchie, eh bien on s'aperçoit, et ça c'est pas nouveau, tous les ministres, tous les députés, tout le monde, tu vois bien dans notre hiérarchie policière et militaire, ils prennent l'ordre national du mérite et la Légion d'honneur quasiment à l'ancienneté. Eh bien nous ça nous froisse un peu. Oui. Mais en sport c'est pareil. Tu sais, tu te battais pour avoir un kimono équipe de France avec le coq. Pareil pour le t-shirt de l'équipe de France. Quand tu avais le t-shirt de l'équipe de France, toi tu avais lutté, tu vois, tu avais passé des journées à l'entraînement, tu avais fait des blessures, tu avais fait tu avais eu des crampes, tu vois. Et quand quelqu'un qui le mérite pas se présente avec ce t-shirt, tu as envie de lui dire mais retire ce t-shirt là, qu'est-ce que c'est que cette insulte au t-shirt, tu vois, voilà. Et bien pour la médaille, c'est pareil. Ça nous blesse un peu quand des gens, parce qu'ils sont gradés, voilà. Moi, je veux pas faire de lutte des classes. Moi, je veux être dirigé par des gens compétents, donc il n'y a pas de souci, je suis pour l'élitisme. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu une petite guéguerre entre nous, on est à 1 mètre des balles, 1 mètre et on n'a pas la même perception que dans un poste de commandement. À 1 mètre des balles, tu ressens pas les mêmes choses que quand tu es à 10 mètres, que quand tu es à 100 mètres et quand tu es à 1 kilomètre. Donc au moment après de récompenser, certes, il n'y a pas que l'aspect technique et l'aspect prise de risque. Il y a aussi, si jamais dans le poste de commandement, il y a eu une bonne stratégie de prise, pourquoi pas. Voilà, les médailles ne doivent pas revenir uniquement à ceux qui transpirent. Il y a ceux aussi qui font fonctionner leurs neurones. Mais on s'aperçoit quand même que des fois, il y a des gens qui font pas trop fonctionner leurs neurones et qui sont quand même récompensés. Hein, on le voit, la Légion d'honneur, elle est donnée à tous les membres de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et je pourrais te faire une liste, moi, quand même, de mecs que j'applaudis pas leur performance. Je comprends. Alors, j'aimerais repartir encore sur alors, c'est un sujet polémique dans la société, mais qui entre nous le fera sûrement pas. Mais toi, comment tu vis l'image de la police aujourd'hui dans la société française? Bon, moi, j'ai pris ma retraite à 53 ans. Normalement, c'est 57. Alors j'y avais droit parce que j'ai fait du parachutisme, j'ai fait mes 31 ans de police. Mais sur la fin, la passion s'étiolait un peu. On fait un boulot de passion, hein, parce que certes on le fait pour le salaire, mais on prend des risques qui vont au-delà du salaire. On le fait parce qu'il y a une dynamique de groupe, on le fait pour les copains, on le fait parce qu'on est dans mais à un moment donné, tu peux t'apercevoir que moi, je vais te donner un exemple. La police française, je crois qu'elle a toujours été au-dessus du lot. C'est-à-dire qu'on parlait en 1900, les brigades du Tigre, elles ont été au top. Les premières investigations, je me rappelle plus le nom, mais tu sais, la prise d'empreintes et tout, c'est français. Donc on a toujours été au top. En police, la police française a toujours été dans les numéros 1. Et puis, malgré ça, la société devient de plus en plus insécuritaire. Ah bah, tu peux te dire, c'est pas un problème de police, c'est un problème de politique. Et dans mon travail, on peut pas être politique. Je t'avais dit, moi, pendant tout l'entretien, je te dis que il faut être technique. Voilà, pour moi, la police, c'est pas un truc de politique, c'est pas un truc de syndicalistes, de mecs qui ont des idées, des machins. Moi, je suis un technicien.
En fait, c'est pas un tournevis que j'ai, c'est un calibre ou c'est des vérins hydrauliques pour ouvrir les portes. Mais je suis un technicien. Voilà, je suis un artisan et je suis un manuel. Et donc, à un moment donné, la passion s'y est étiolée parce que je me suis dit, mais je pourrais rester encore au raid pendant 5 ans, je pourrais rester au raid encore pendant 10 ans, je pourrais même rester au raid pendant encore 100 ans, ça va pas s'arranger. Comment ça se fait? Donc je sers à rien. Voilà. Et à partir de là, tu te dis, mais mince, si t'es plus porté par la passion, parce que si ton rôle, tu trouves plus le sens profond, si t'as plus de sens, t'as plus de passion. Et donc tu te dis, ben si je sers à rien, c'est grave ça. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, nos problèmes, moi je juge. Alors là, ça y est, c'est déjà un peu politique. Moi je juge que la majorité de nos problèmes sont plus des problèmes politiques que 100% techniques police. Et donc, à un moment donné, si tu te dis je sers à rien, bah, tu te dis bah, je me retire et je vais laisser le boulot à ceux qui ont encore la foi, s'il y en a encore. D'accord. Et alors, pour terminer, je pense qu'on aura beaucoup de jeunes policiers ou jeunes qui veulent devenir policiers. J'ai quelques amis et connaissances qui seront sûrement très intéressés par ce témoignage. Quel conseil tu peux leur donner sur leur future carrière ou carrière actuelle pour avoir un chemin des plus enrichissants et pour qu'ils puissent s'épanouir dans la... Pour moi, le mot-clé, c'est l'enthousiasme. S'ils cultivent leur enthousiasme, si vraiment c'est ce qu'ils ont envie de faire, de choper les voyous les plus méchants possibles, les plus voilà, cette espèce de goût de progresser sur soi, c'est-à-dire ce côté sportif, mais après de s'engager pour la société, parce que moi j'ai eu des valeurs sportives au départ, mais après quand une femme violée pleure sur toi, quand t'enjambes un mort, t'entends son téléphone vibrer, tu sais que personne répondra, t'as donc d'autres valeurs plus sociétales, t'as envie de te battre pour ceux qui gagnent de l'argent sans se lever le matin, pour lutter pour la paix, etc. Et donc ces valeurs-là, s'ils ont cette fibre, s'ils ont cet enthousiasme, s'ils sont prêts à se jeter dans la bataille, ben c'est ça qui. Mais tu peux pas y aller si t'es froid, quoi, si t'es tranquille, si tu veux un petit boulot où tu rentres à la bonne. Non, faut être agité par une espèce de passion et par une espèce d'enthousiasme. Et puis après, bon ben voilà, faut avoir le goût du travail sur soi. Pour être le meilleur possible, parce que c'est des boulots où t'es pas sanctionné par une défaite, hein. C'est-à-dire qu'en judo, si tu t'es pas sur le podium, bah t'es pas sur le podium. Mais au raid, ça n'existe pas. T'es obligé d'être sur le podium. Parce que nous, quand il y a un problème, tu peux pas passer la balle derrière, hein. Il y a personne derrière. Donc nous, la situation, on est obligé de la régler. Donc de toute façon, on est condamné à monter sur le podium. Sur la première place, parce que il n'y a pas de place pour, enfin il n'y a pas d'autre place en fait. T'es obligé de monter sur le podium. Donc pour ça, il faut être quand même animé, un esprit sportif, un esprit de performance, un esprit d'enthousiasme, envie de passer de la nuit blanche, envie d'y aller quoi. Hein, parce que celui qui veut être tranquille, faut qu'il trouve quelque chose d'autre. Parce que si t'as pas la conviction, l'envie, l'enthousiasme, la passion pour monter sur cette première place du podium, alors n'y va pas, parce que ça pique hein, si t'es pas sur le podium. Ça veut dire que tu reçois des balles et c'est pas une bonne affaire. J'imagine. Enfin, ce sera le mot de la fin en tout cas. Marc, merci encore pour ce beau témoignage. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ces 30 années. Merci à toi, c'était très sympa. Merci. Et puis j'espère à la prochaine. Chers abonnés, j'espère que ça vous a plu. Pour moi, ça a été extrêmement enrichissant. Je vous conseille vivement d'acheter le livre Au cœur du raid de Marc Vériotte. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à poser un like, à commenter, à partager. Vous connaissez la rengaine. N'hésitez pas à faire en sorte que le plus de monde possible puisse voir cette vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est important d'entendre parler ces personnes de l'ombre. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo dans les Rétexts d'ICA.